Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à un chaleureux public qui est sur notre plateau. Il est composé d'enfants de Fuy, 4e primaire, dont la moitié d'ailleurs ont participé à un spectacle à Belle-Usine. Belle-Usine, c'est un lieu culturel qui se trouve à Fuy, tout à fait remarquable, un très beau lieu. Ils ont participé à un spectacle consacré aux sorcières. Et puis vendredi, samedi ou jeudi, vendredi et samedi, il y avait un autre spectacle avec également des enfants. Ils ne sont pas sur ce plateau, mais ils étaient également de la région, à propos du droit. Des droits des enfants, dans le cadre des 10 ans de l'association François-Xavier de Bagnoud, avec comme récitante Marthe Keller. C'était donc dire que du côté de Fuy, on s'intéresse à toutes les questions qui touchent les jeunes, et puis l'histoire aussi, et puis ça tombe bien, puisque aujourd'hui nous allons aborder le chemin de Compostelle. Le chemin de Compostelle, on peut le parcourir de différentes manières. Nous avons choisi en particulier Alex Descotes, parce que c'est toujours lui qui voyage. C'est la répartition des tâches, mais il est parti faire le chemin de Compostelle avec Jean-Jacques Danallet, lequel l'a parcouru l'année dernière avec une ânesse et cette année avec une autre. Il va un peu nous raconter pourquoi on le fait, comment on le fait. Ça sera tout à fait passionnant. Et puis Jean-François Kister, qui a publié un ouvrage des mégalithes des légendes et des dieux, mais qui surtout, lui, est fut journaliste au Journal de Genève, aujourd'hui à Droit de Cité, notamment, et à Construire. Et puis, c'est un membre de l'association des Amis du Chemin de Compostelle. C'est ça? Oui, c'est exact. On est bien d'accord? Oui. Voilà. Et puis une dernière indication qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais elle est importante, je crois. Vous savez qu'il y a un très beau spectacle consacré au Roi Lear au théâtre de Mézières. On a annoncé qu'il y avait 2 supplémentaires, le 12 et le 13, pour des raisons que nous ne connaissons pas. Celle du 13 a été supprimée, ou alors on s'est trompé. Attention, il n'y a qu'une supplémentaire, c'est le 12. Voilà, je crois que j'ai rempli mon contrat. Je peux m'en aller, Alex, c'est bon? Au revoir, Jean-Philippe, au revoir. Bon, allez, on va simplement peut-être se dire quel est d'abord... Qu'est-ce que le chemin de Compostelle? Qu'est-ce que le chemin de Compostelle? Ah bah tiens, on pourrait... Moi, je pourrais peut-être... D'abord, je t'en Je pourrais peut-être répondre. Je pense que c'est un chemin qui fait rêver. Oui. Et puis, après, si on le fait d'une façon intelligente, on va au bout de ses rêves. Voilà. C'est déjà ça. C'est toute une préparation. Qui va d'où à où, en général? Qui va d'où à où? Bon, il y a différents chemins. Mais comme moi, je suis parti d'ici, de Genève, et puis j'ai profité par passer par le Puy. Et puis on a été à Compostelle, en passant par Saint-Jean-Pied-de-Port. Et surtout, ce chemin, on a ramené des images fabuleuses. Et puis le rêve demeure entier. Donc je suis capable de le refaire demain. C'est donc 2100 km. Oui. Hein, oui. On peut, Jean-François Kister, parcourir d'une seule traite ou par étape. Alors, avec les Amis du Chemin de Saint-Jacques, nous le parcourons effectivement par étapes, parce qu'il y a peu de patrons qui vous donnent 3 mois de congé pour aller, et comme il y a beaucoup d'instituteurs parmi les membres de l'association Les Amis du Chemin de Saint-Jacques, on fait ça pendant les vacances et on consacre une semaine à aller chaque fois plus loin, à destination de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors vous aviez rêvé de faire le chemin de Compostelle depuis longtemps, vous vous êtes dit, ah voilà, je vais aller à Compostelle à pied avec un âne. Oui, j'avais rêvé, mais j'avais rêvé à travers de lectures, parce que le chemin s'est eu fait et les gens qui sont descendus parlaient que de leur âne. Mais comme j'aime plus les gens que les ânes, je vais me dire, tu vas le faire, voir si l'âne va prendre la première place ou si c'est les gens qui vont prendre la première place. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai encore pas la réponse. Mais pour répondre là-dessus, on reviendra un petit peu aux origines du chemin. Mais alors, le rôle de l'âne est extraordinaire. Parce que c'est vrai que les gens qui sont là, ils sont disponibles, ils sont tous à égalité. Mais tout de même, ils sont tout de même chacun un peu entrés en eux-mêmes, puisqu'ils sont là pour réfléchir, pour aller plus profond en eux. Et donc, avec une caméra, par exemple, on aurait un peu l'impression de les déranger si on va à eux. L'âne, c'est fantastique, ce sont eux qui viennent à l'âne. Ensuite, il ne reste plus qu'à les cueillir au collet, si vous me passez avec l'âne. L'âne est un médiateur. L'âne a été un parfait médiateur. Il permet avec les enfants, mais pas seulement. Alors, on va se raconter tout au cours de la semaine le chemin de Compostelle, hein, comment le parcours, comment on est accueilli, comment ça se passe avec l'âne, pourquoi on y va, etc. Mais un très bon connaisseur, c'est M. Egloff. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de M. Egloff? Eh bien, il a d'abord écrit un livre sur le chemin de Compostelle, en tout cas ses parties fribourgeoises, et puis il a aussi participé au balisage du cheminement à l'intérieur du canton de Fribourg.
c'est un grand spécialiste et il a de la difficulté à voir, mais sa manière d'être est ainsi qu'il transmet le flambeau, il transmet la flamme de ce chemin de Saint-Jacques, et il est passionné aussi pour l'art de son canton. Alors ils vont être deux, au fond, à nous transmettre le goût, l'envie de continuer dans cette semaine. L'autre, c'est Lionel Charlet, qui a rencontré M. Egloff, et regardez, de cette rencontre naît un très beau parcours déjà dans le canton de Fribourg. Il y a eu des pèlerinages les plus anciens que je connais, moi, datent du XIIe siècle. Là, on a déjà quelques écrits que les pèlerins traversaient la Suisse. C'était des pèlerins allemands qui traversaient la Suisse. Les pèlerins partaient de Berne et passaient à Bösingen et pouvaient aller sur Tavel ou sur Fribourg directement. Tâche de retrouver tous ces chemins. J'ai trouvé en peu de temps 130 traces de Saint-Jacques dans notre canton. Il y a encore pas mal de choses qui restent de l'ancien temps. On parle d'un pont romain qui existait déjà à cette époque-là. Il y a eu les princes et les rois qui sont allés à Saint-Jacques-de-Compostelle parce que c'est devenu à la mode. Il fallait absolument que ces gens aillent jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle avec leur suite. Puis il y avait les autres, ceux qui n'avaient pas de moyens. Il y en avait même beaucoup. Et c'est là que l'Église s'est emparée de cette chose-là. Ils ont construit des ponts, des églises, des gîtes pour les pèlerins, et ainsi de suite. Vous pouvez aller aujourd'hui encore à Saint-Jacques-de-Compostelle presque comme au Moyen-Âge, sans argent, parce que vous trouvez toujours quelqu'un pour vous loger. Pour tous les pèlerins que je connais et qui ont fait le chemin de Saint-Jacques, en général tous, qui avaient déjà l'intention de faire le chemin, en sont émerveillés. Il y en a même plusieurs que je connais qui sont allés même 2 ou même 3 fois, ont fait le pèlerinage, parce qu'ils ont pendant 1 mois, 2 mois, ils ont la possibilité de se ressourcer, d'être dans la nature, d'être seul, et puis aussi de plus penser à la modernité. Je connais un garçon du canton de Fribourg qui est parti faire le chemin de Saint-Jacques. Il avait entendu parler justement du chemin, que c'était très bien, qu'il fallait faire ça. Un fils de paysan. Oui. Qui est parti et qui est allé jusqu'à Saint-Jacques à pied, donc depuis le canton de Fribourg. Et quand il est arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, il a téléphoné à sa maman, on lui a dit « Écoute, c'est tellement merveilleux, je rentre à pied ». Pour moi, j'ai ressenti une certaine osmose qui était entre la nature et le divin. C'était assez extraordinaire. C'est une transformation de notre être, parce qu'on va vers un but, on se réjouit, et beaucoup de pèlerins disent que quand ils arrivent à Saint-Jacques, ils regrettent qu'ils y sont arrivés, c'est trop tôt. C'est fantastique. Oui, je vous l'avais promis, hein, on est dans l'ambiance là. Tout à fait, alors c'est même saisissant. Saisissant, ouais. On s'imagine encore y marcher. Ouais. Racontez-nous quelle est la légende de Saint-Jacques de Compostelle. Alors Saint-Jacques, c'est donc l'apôtre Saint-Jacques, frère de Saint-Jean, que le Christ a appelé Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Et entre le moment de la mort du Christ vers 33 après Jésus-Christ et 44
où Saint Jacques a été décapité à Jérusalem, il est censé être allé en Espagne pour évangéliser le pays. On raconte toutes sortes d'anecdotes sur le passage de Saint Jacques, entre autres en Galice, effectivement, du côté de Iria Flavia, devenu, avec quelques distances aussi, Saint Jacques de Compostelle. Et on raconte aussi sa présence à Saragosse, par exemple, et aussi à Cáceres. Mais personne ne peut vérifier cela. Et puis, retour à Jérusalem, là, il est exécuté. Et ses fidèles, paraît-il, auraient placé son corps avec ou sans son tombeau dans un bateau qui n'aurait pas eu de gouvernail, et le bateau serait allé tout seul jusqu'à Iria Flavia, où l'évêque, parce qu'au fond, on le voit un peu comme un évêque, où Saint Jacques aurait été enterré. Et depuis, plus rien. Et ce n'est que vers l'an 800, aux alentours de l'an 800, que la piété populaire semblant réclamer que quelque chose se passe, parce qu'on voit des miracles un peu partout à cette époque, et on finit par découvrir un tombeau, et ce tombeau, l'évêque du coin, un certain Théodomir, l'identifie comme étant le tombeau de l'apôtre. Quel est le rapport avec la coquille ? Alors, la coquille Saint-Jacques, c'est justement là un problème. Il y a peut-être une substitution, car autrefois, antérieurement au pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, les gens qui se déplaçaient avaient peut-être pour emblème la patte d'oie. Et vous savez que le christianisme, en reprenant des formes cultuelles antérieures, les a transformées de manière à ce que le symbole subsiste, mais pas l'idée sous-jacente. Et alors, la coquille Saint-Jacques, eh bien, elle offre aussi une sorte de symbole divergent, comme la patte d'oie. Mais on parle volontiers d'un cheval qui serait sorti de la mer, couvert de coquilles, ça n'existe pas, ça? Alors écoutez, je n'ai pas entendu parler de cela. Je n'ai pas entendu. 3 semaines de voyage, et vous n'avez pas vu le cheval avec les coquilles. Nous ne sommes pas partis à la chasse aux légendes. Donc, simplement pour dire aussi, on le voit sur la carte des chemins qui convergent, à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est exactement la forme de la coquille sur la carte de l'Europe. D'accord. Alors, on se rend on va faire le voyage rapidement, Alex, puis ensuite on va le faire étape par étape avec vous. Lorsqu'on arrive, quels sont les gestes symboliques que l'on pose ? Le geste symbolique, c'est en effet d'aller dans la crypte pour passer devant le tombeau, et puis c'est aussi de toucher un certain nombre de pierres et d'objets, et ces pierres, dans cette porte monumentale, elles rejoignent un petit peu des gestes qui sont peut-être chrétiens, mais qui pourraient bien être antérieurs et païens. Bien sûr. Le portico de la gloria. Absolument. On y va d'ailleurs, si vous voulez bien. Regardez. Le voilà. Après avoir vénéré les reliques de Saint Jacques, combien d'hommes, de femmes, chrétiens ou non, croyants ou non, pèlerins ou non, arrivés ici, dans cette cathédrale imposante, ont laissé l'empreinte de leurs doigts dans la colonne de marbre du porche de la gloire. Des millions qui, mélangeant rituels païens et gestes chrétiens, se frappent aussi la tête contre celle en pierre de maître Matteo, génial architecte de ces sculptures médiévales. Alors Alex, faites-nous un peu les présentations. J'allais dire, de Jean-Jacques Dadelet, je croyais vous entendre dire l'apologie. Alors ça, il n'en est pas question. Alors pour le portrait, Jean-Jacques Dadelet a fait ce voyage. Il est parti à l'automne dernier avec son ânesse Modestine, et puis il est arrivé en décembre à Saint-Jacques. Donc ça fait à peu près 3 mois et demi. 3 mois et demi. Et alors, il se trouve qu'en décembre, en pleine nuit, je sortais de cette maison, la télévision suisse romande, et dans la nuit, je croise un homme en train de parler à son ânesse. C'est assez rare, je ne le connaissais pas. J'ai établi le contact, je vous ai pas trop dérangé, ça va, non, lorsque j'ai établi le contact. Et puis j'ai dit, mais que faites-vous? Il m'a dit, je rentre de Saint-Jacques. C'était déjà assez étrange. Je lui ai dit, mais écoutez, si vous avez un jour un autre projet, parlez-moi. Et sous forme de projet, il m'envoie quelques semaines plus tard les textes qu'il a écrits lui-même et qu'il attribue à son ânesse Modestine. C'est sublime. Alors je lui ai dit, on va faire quelque chose. Et puis finalement, on s'est dit, on devrait refaire le même chemin. Dites-nous d'où il venait quand même, parce que quel était votre métier? Qu'est-ce que vous faisiez auparavant?
Oh, ben je donnais de l'essence, disons. Bon, on a le contact avec les gens, puis je trouvais ça très bien. Vous étiez pompiste. Ouais, Voilà. ouais, Et le pompiste rêvait non pas de partir avec une voiture, mais de partir avec un âne à pied en direction de Saint-Jacques. Bon, j'ai toujours rêvé à beaucoup de choses, disons. Mais j'ai pas toujours pu réaliser, disons, parce que quand on a des obligations, on peut pas faire. Bien sûr. Mais bon, j'ai déjà été avec Saudan dans l'Himalaya, on a déjà fait des petits trucs comme ça. Et puis après, on ramène des histoires. Mais par rapport aux gens qu'on a vus là, qui mettent leurs doigts dans des trous, qui vont avec... Bon, je veux faire rêver. Vous y allez pourquoi, vous? Je veux faire rêver pour un autre chemin, simplement pour le chemin. Parce que je pense que c'est pas l'arrivée là-bas qui est importante. On est d'ailleurs en train de dénaturaliser les choses et envoyer des gens même par car, par je sais pas quel moyen de transport rapide. Et ça, j'appelle pas ça le pèlerinage Compostelle. Pour moi, le pèlerinage Compostelle, c'est comme on l'a fait Alex, c'est à pied, on donne un peu de soi-même, on donne de son physique et on est payé en retour. On est payé de l'effort qu'on a fait. Mais celui qui va comme ça en avion et qui va là-bas, vous êtes d'accord? Non, parce que monsieur a une autre approche, intellectuelle que j'aime beaucoup, c'est magnifique. Il faut quand même appeler, simplement, il y a des gens qui ne font qu'une semaine ou 15 jours parce qu'ils n'ont pas plus de temps. Oui, tout à fait. Mais on ne peut pas, je crois, faire le pèlerinage et en ressentir ce qu'il a donné si on le fait en avion, et ça ne fait pas de doute. Ce qui est important dans le pèlerinage, c'est la démarche qui permet d'entrer en soi. Bien sûr. Alors, on a le document de l'arrivée, de votre arrivée. C'était le 3 décembre à Saint-Jacques-de-Compostelle, télévision espagnole. Mais c'est devant la porte. C'était le 3 décembre 1998 sur la colline dominant Compostelle et la télévision espagnole était là. Il faut dire que le chemin de Saint-Jacques passe très exactement devant les studios. C'est la première fois, dit Jean-Jacques, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai compris, ajoute-t-il, énigmatique, qu'il y a les bonnes gens et les autres. Et que voulez-vous, c'est le chemin, c'est la vie. Et comme vous pouvez le constater sur ce document, Jean-Jacques et Modestine étaient faits l'un pour l'autre, à se demander lequel des deux a le plus de caractère. Elle aime les funérailles. Ouais, c'est ça, au fond, elle était contente d'être devant la caméra, elle disait, il n'y a aucune raison que je reparte. Ce sont des animaux qui ont du caractère. Mais qu'on apprécie et puis qu'on finit par trouver. Très intelligent. Ouais. Mais très, très intelligent. Alors vous avez voulu repartir. Alors on est reparti, on va abréger là-dessus. Simplement, au moment de partir, j'étais parti une première fois pour Saint-Jacques-de-Compostelle pour préparer notre arrivée, être sûr qu'on pourrait s'approcher de la cathédrale et de la place de Obradoiro avec un animal. Et à ce moment-là, coup de téléphone de Jean-Jacques qui me dit impossible. Je dis pourquoi? Bien, je trouvais bien que mon ânesse Modestine mangeait trop, mais maintenant j'ai compris pourquoi. Elle est enceinte jusqu'au cou, elle ne pourra pas faire le voyage. Et donc on a dû en catastrophe tâcher de trouver une autre ânesse. On l'a trouvée et l'approche a été un peu difficile. Regardez. Dans son rôle de doublure de Modestine, Anaïs aura été bien plus qu'une doublure. Du caractère, de l'indépendance, elle en a, elle aussi. La première rencontre d'Anaïs avec Jean-Jacques est restée gravée dans ma mémoire et sur la pellicule. Pour l'apprivoiser, Jean-Jacques lui a offert des fleurs, puis une brassée d'herbes et à genoux, que diantre. Résultat, après quelques inévitables rebondissements, il ne lui a fallu qu'une grosse demi-heure, tout en douceur, pour amener Anaïs à de meilleurs sentiments. Eh bien, dites-moi, mais elle a l'air grande, non? Elle est plus grande, C'est une ânesse du Poitou. C'est une ânesse du Poitou. C'est d'une certaine dimension, alors. Oui, solide. Avec un bon caractère. Oui, bon caractère, oui. Mais ça dépend de ce qu'il a. Mais je peux dire, non, bon caractère. Je ne vais pas encore me lancer des fleurs, mais bon caractère. Est-ce que c'est fréquent que des pèlerins se déplacent avec un âne? Je n'ai pas l'impression, en tout cas je n'en avais jamais rencontré, et je pense que c'est une méthode idéale, parce que quand il vient l'âge, non pas l'âge de l'âne, mais l'âge du pèlerin, et il peut être utile que d'autres portent son bagage. Et je pense que si on va isolément, un âne peut quand même porter quelque chose de substantiel. Qu'est-ce qu'un âne peut porter? Oh, vous savez,
40 kilos le font pas. Il peut porter beaucoup plus, mais enfin... Mais faut le ménager. 40 kilos avec... En le ménageant, 40 kilos avec le bas, c'est très peu pour un âne. Et vous faites combien de kilomètres par jour, à peu près? Ça, c'est une question la question vaut ce qu'elle vaut, ben, je vais vous répondre. Ça dépend de l'ambiance. Je suis capable de faire 30 km, mais je suis incapable d'en faire 2 si je rencontre quelqu'un qui me plaît. D'accord, mais là, il peut aller jusqu'à il peut faire 30 km, lui, 30, 40 km par jour. Oh, ça serait beaucoup pour un âne. Ouais. Non, moi je trouve que ça serait beaucoup. Combien, on avait fait des petites près? étapes. À mon avis, il faut commencer avec un âne, il faut déjà l'entraîner. Et puis, quand on a déjà fait un peu d'entraînement, qu'on le fait faire 10 km un jour, on regarde, après on fait 15, on va progressivement. Ouais. Mais non, il faut voir s'il prend du plaisir. Voilà. Et puis, vous ne montez pas sur l'âne. Je monte jamais sur l'âne, parce que là, alors ça m'effraie, de voir des gens sur l'âne, alors je trouve ça effrayant. Bon, les enfants ne parlent pas des enfants, ils ont un poids. Et puis le reste, ça m'offusque, ça me fait crier, oui. D'accord. Et puis il y a un bas, sur lequel que l'on place sur l'âne avec une charge. Oui, tout à fait, puis la charge varie un peu de poids de jour, ça dépend. On va le voir d'ailleurs ça. Ce qui est très intéressant, et ce que vous allez nous raconter, c'est qu'au fond, on se déplaçait aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, avec un âne. Qu'est-ce qu'on fait de l'âne le soir quand on arrive? Vous allez nous... écoutez, vous allez le voir, vous allez le découvrir, non seulement aujourd'hui, mais toute cette semaine. Mais c'est vrai que l'âne est d'abord un moyen de contact. C'est vrai aussi que pour le pèlerin qui part avec un sac à dos, il est obligé de se limiter extrêmement au-delà de 7 à 8 kilos. C'est éprouvant, peut-être pas en une semaine, mais au-delà, ça devient éprouvant. Donc ça, c'est en effet un avantage. Et puis, pour le reste, je vous laisse regarder. C'était une des premières étapes avant même que nous n'arrivions au puits. Entre Genève et le Puy-en-Velay, premier véritable point de rendez-vous et de passage obligé, et les chemins sont diffus et nombreux. Certains passent par Lyon, ancienne capitale des Gaules, d'autres folâtres, en pleine nature. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On s'aperçoit que après des jours et des jours de voyage, on continue à appeler Anaïs Modestine, double personnalité. Je pense que ça va changer, mais effectivement, si je rêve la nuit à un âne, je rêve toujours de Modestine, quoi. C'est humain, quoi. Et caractère d'Anaïs par rapport à Modestine? Le caractère d'Anaïs, il faudrait que je me promène un peu. Elle a la même difficulté pour passer les rivières, l'eau. J'ai déjà vu qu'elle avait peur. Mais les escaliers, pour le moment, c'est inutile, mais elle les passera. Parce que on va mener cet âne à Compostelle et on ne mène pas un âne à Compostelle en croyant que ça se fait comme ça. La difficulté du voyage, c'est marcher avec un âne. D'ailleurs, sur des chemins, il part des dizaines d'ânes et puis il y a peu d'élus. À l'arrivée à Compostelle, il y a peu d'élus. Et on sera les élus parce qu'on va mettre le maximum. On sera des élus. Alors on y va. On y va. Allez, en route. Voilà. Après un premier voyage à Compostelle, Jean-Jacques savait bien sûr comment s'y prendre avec une ânesse. Moi, il m'a fallu apprendre. Mais à vrai dire, ça n'a pas été vraiment difficile, au point qu'il m'est souvent arrivé, comme à Anaïs, de prendre quelques pas d'avance sur notre maître commun. Et pour tout dire, la beauté sauvage des paysages nous a donné à tous trois un sacré coup de fouet. À votre avis, il se vante, là, un peu, d'être devant le maître? Non, je ne pense pas qu'il se vante, c'est ça, c'est sa façon de voir les choses, qui est parfois poétique, mais c'est très bien. Alors, une question quand même, parce qu'on voit des paysages extraordinairement beaux. Est-ce que tout le chemin de Compostelle, on peut le faire à travers ces paysages-là, ou de temps en temps, il faut longer une autoroute ou prendre une route bitumée? J'aimerais bien répondre sur une dérive qui se fait justement dans ce mauvais sens et sur des signalisations qui tendent à amener le touriste qui a perdu sa qualité de pèlerin vers des axes de grande circulation. Mais il faut analyser le parcours, ce qu'il a fait autour des endroits merveilleux. Et les endroits merveilleux, il faut les chercher. Mais des fois, il faut... Je pense qu'on a besoin
cartes topographiques pour sortir justement du sentier où on veut à tout prix vous emmener, parce que le sentier, dans certains cas, il longe effectivement des grandes routes, et c'est fastidieux. Bon, juste un mot d'explication. Alors, pour certains, c'est relativement organisé, c'est-à-dire qu'il faut avoir la preuve que la personne a fait le voyage, il faut qu'elle passe par des étapes, il faut emprunter certains chemins. Alors effectivement, la personne qui veut faire le pèlerinage dans les règles de l'art, elle reçoit une petite carte au départ, et surtout en Espagne, on vous met un tampon chaque fois que vous avez passé une étape. Ça vous permet, on appelle ça une credencial, la carte. Et effectivement, il y a des points où il faut passer, des points obligés. Mais on peut broder, surtout dans certaines régions comme la Navarre ou dans des régions comme ça, on peut broder. En Castille, le chemin est assez voisin des routes, mais il faut reconnaître que le paysage n'est pas extrêmement varié, ce qui fait qu'on a bien de la peine à en sortir. Une dernière indication, moi j'ai toujours cru que l'on disait... Voilà un coquillard, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le chemin de Compostelle, et vous m'avez dit en arrivant qu'un coquillard, ça ne veut pas dire ça. Non, le coquillard, c'est justement celui qui tire profit du chemin et qui exploite les pèlerins et qui tente de les voler. C'est ça le coquillard. Le pèlerin lui-même, on appelle ça un jaquet. Un jaquet. Un jaquet, oui. D'accord. Voilà, à propos de jaquet, je vous propose en effet que nous allions dans ce premier point de convergence. C'est le Puy-en-Velay, c'est très beau. Pas étonnant que le Puy-en-Velay ait été de tout temps pour les pèlerins venus de Belgique, d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse et de tout l'est de la France, le premier véritable lieu de convergence sur le chemin de Saint-Jacques. La vieille ville est superbe, chargée d'histoire. Quant aux cheminants et à leur ânesse, ils y sont dans un décor à leur mesure. Ruelles minuscules, pavés souples. Nos ancêtres auraient pu arriver au puits dans le même équipage, les mêmes circonstances, avec la complicité affectueuse des mêmes enfants. Mais aujourd'hui, comme autrefois, une chose est d'arriver au puits, l'autre de s'y loger. À cette saison surtout, les pèlerins sont nombreux et les lieux d'accueil assez rares et généralement complets. Par chance, après quelques tentatives infructueuses, nous avons fini par obtenir les 2 derniers lits à la maison Saint-François, au revers de la cathédrale. Quant à Modestine, c'est au pied de la Vierge, sur la colline Corneille, qu'elle a trouvé refuge, dans le jardin du curé, à la condition expresse que nous lui retirions sa clochette pour la nuit. Au fait, j'en profite pour vous donner un truc. Si vous partez un jour en voyage avec une ânesse, inutile de vous munir de piquets et de fils de fer barbelés, un simple fil jaune courant d'arbre en arbre fera l'affaire. Votre ânesse le prendra pour une clôture électrique et rechignera à s'en approcher à moins d'1 mètre. Quant à nous, fourbus mais toujours curieux, nous voilà libres pour aller découvrir à la nuit tombante les estaminets et autres gargotes de la ville sous la protection de la Vierge du Puy. À chaque étape suffit sa peine, demain sera un autre jour. Oui, alors est-ce qu'on est toujours bien accueilli? Parce que c'est vrai, la difficulté de se déplacer avec un âne, on trouve peut-être un gîte pour soi, mais pour l'animal. Bon, je pense qu'il je me sens toujours bien accueilli parce que j'ai un contact facile. Et puis, comme on a dit, l'animal aide à cet accueil. Et je pense que ça a toujours bien joué, l'expérience qu'on a fait ensemble. Vous avez des souvenirs de gens qui vous ont particulièrement bien accueillis? Oui, j'avais des souvenirs. J'avais des souvenirs en France à Assieux, des gens qui m'ont donné à manger, qui ont mis l'ânesse dans le pré, qui m'ont prêté la salle de bain, qui m'ont repassé le linge. Et je me suis dit même que ça devenait presque monnaie courante. Enfin, il faut dire, sur le chemin, les gens veulent raconter leur vie. Et quand je suis en chemin, j'écoute. Alors les gens peuvent me raconter beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils cheminent à côté de vous ou ils sont... Non, quand j'ai été... Les gens qui sont chez eux, en fait. Ils peuvent plus facilement se confier à quelqu'un qui passe et qui va disparaître qu'à leur voisin, d'une certaine manière. Et lorsqu'on le fait à pied sans âne, c'est à peu près le même... Je n'ai pas le sentiment que... Disons, la partie que j'ai faite à pied récemment, c'est curieusement la partie qui va de Genève à Toulouse.
J'ai fait, il y a 30 ans, d'autres parties, alors en Espagne. À cette époque, on était encore assez étrange pour les gens. Ça n'était pas. On a relancé quand même le pèlerinage ces dernières années, mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, le pèlerin n'était peut-être pas aussi apprécié que maintenant. On le considérait comme un original, quoi. D'accord. Je pourrais intervenir, oui, peut-être. oui. Je veux dire que ça dépend de l'approche qu'on veut faire du chemin. Je crée toujours le premier contact. J'attends pas que les gens viennent à moi. Je crée le premier contact et à ce moment-là, on récolte les fruits d'une approche, on sort de soi-même et on obtient beaucoup des gens. Je sais pas. Il y a une autre explication, c'est que vous y allez pour guider des gens, donc vous êtes un groupe. Même si le groupe est de 2 ou 3 personnes, tout groupe a tendance à se refermer sur lui-même. C'est quand on est seul ou éventuellement à 2, je dirais que le fait qu'on soit à 2, qui est un handicap, a été compensé par la présence de l'ânesse, qui lui était une ouverture. Mais c'est vrai que dès qu'on est 2, 3 ou 4, le cercle se referme un peu. Surtout que le groupe, chez nous, il a entre 20 et 30 personnes. Oui. Alors, ça explique. Mais alors, on doit prévoir des étapes à l'avance, parce que c'est pas possible de loger comme donc ça 30 personnes. C'est deux chemins, c'est 2 façons de cheminer. J'aimerais que tu prennes. Passez-lui le micro. Attends, je vais lui passer. Oui, voilà. On va le lui apporter très tranquillement parce qu'il a une question à poser. Voilà. Merci. Quelle est ta question? Est-ce que vous avez pensé à que vous n'allez pas réussir à faire ce chemin? Je te réponds rapidement et sans avoir beaucoup. Je n'ai jamais pensé que je n'y arriverais pas. Je ne pense jamais. L'échec, je ne connais pas. Je serais arrivé, je ne sais pas, pour des motifs personnels, avec une jambe cassée ou je ne sais pas, en me traînant. Alex peut dire que c'est mon optique de la vie. Je ne renonce pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette démarche d'aller avec un âne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle? Moi, 3 semaines, ça me semble un peu long, alors j'aurais plutôt dit que j'arriverais pas tellement. Ah ouais, tu te dis que c'est un peu long. Bon, ils ont fait 3 semaines parce qu'ils ont raccourci les étapes, naturellement, avec un véhicule. Normalement, c'est 3 mois et demi, t'imagines? Merci de ta question. Mais tu peux déjà commencer à arriver à ce chemin, et puis si tu veux des renseignements, je te les donnerai. S'il y a d'autres questions, faites des petits signes, hein, d'accord? Voilà, je vous propose que nous soyons pratiquement sur le pied du départ, mais toujours au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, 7 h du matin, la Sainte Vierge est toujours là. Anaïs aussi, à en juger par la curiosité des premiers touristes. Il est temps pour nous de faire le point de cette première série d'étapes qui nous amène en fait au pied du mur. C'était bien et vraiment je me réjouis pour les jours à venir. Si on avait la possibilité, on resterait là quelques jours de plus. Et la joie qu'on partage, c'est une joie déjà un peu mystique ou simplement une joie personnelle? Chacun dans ce voyage amène ce qu'il veut. Peut-être bien que je suis un mystique qui m'ignore. Et on verra au cours des jours, mais j'ai de la joie à l'état pur, disons. Je n'ai pas encore trop analysé le pourquoi et le comment. Je suis heureux, quoi. Sur le chemin de Saint-Jacques, à la fois spirituel et culturel, il faudrait en effet pouvoir faire une halte prolongée dans de tels lieux, partir à la découverte des sites et des êtres. Mais on ne s'arrête jamais plus d'1 ou 2 jours sur le chemin. Il va donc être temps de repartir. Cette nuit, Anaïs a boudé le seau d'eau que nous lui avions laissé. Sera-t-elle plus intéressée par la fontaine de la rue des Tables? Pas sûr. Pour Anaïs, c'est le premier passage par le puits. Mais les ânes ne sont pas légion, et Jean-Jacques, reconnaissable entre tous, était ici avec Modestine lors de la fête annuelle de septembre dernier. Du coup, Julie s'est empressée de courir à notre rencontre, et elle avait encore en mémoire le moment où Jean-Jacques lui a permis de faire un tout petit tour de ville sur le dos de Modestine, et aussi cet autre moment où une dame, voulant faire plaisir à l'ânesse en lui offrant des fruits, s'est retrouvée avec un panier entièrement vide. Elle avait un panier plein de pommes et de poires sauvages. Et seulement Modestine, à chaque fois on lui en a donné toujours un petit peu. À la fin, il n'y en avait plus du tout. Et la dame, quand elle a voulu en prendre, elle s'est fait avoir, elle n'en avait plus du tout. Il ne restait plus une seule. Et voilà, le soleil commence à s'élever dans le ciel. Il va être temps de se quitter. Non, sans avoir fait halte chez une des dernières dentelières du puits, Madame Martin.
métier de la patience. Eh bien, on a un dessin qui est tracé sur le carton, c'est un autre dessin, et c'est toujours 4 fuseaux qui s'entrecroisent, toujours de la même façon. Et les épingles, c'est pour former le dessin. Et comment avez-vous appris? Moi, c'est ma maman qui me l'a appris. Ça se fait de mère en fille, en principe. C'est long? C'est très très long à faire. Une petite dentelle comme ça, il me faut 2 jours pour faire 1 mètre. Alors on arriverait à gagner 2 francs de l'heure. Alors, on le fait juste pour le plaisir, c'est tout. C'est uniquement un métier de femme? Oui, c'est les femmes qui font ça. Les messieurs faisaient les dessins. C'était des dessinateurs. Avant, quand il y avait beaucoup de dentelières, les messieurs faisaient les dessins. Mais vu que le métier s'en va, qu'il ne reste plus que quelques dentelières, ils font autre chose. Les messieurs apprenaient à faire la dentelle aussi, parce que pour être dessinateur, il fallait d'abord savoir faire la dentelle. Parce que la base de la dentelle, c'est 4 fuseaux qui s'entrecroisent. Alors il faut que le dessin corresponde. Il y a beaucoup de pèlerins. Hier, il y en a une centaine qui partaient sur Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai l'impression qu'il y en a plus cette année que les autres années. Il y en a beaucoup plus que les autres années. Oui, oui, ça va être une année de pèlerins. Oui. Et vous n'avez jamais fait le voyage? Non, j'ai envie. Avec ma sœur, on a vraiment envie de le faire. Mais on se décidera peut-être bien un jour. Allez, Jean-Jacques Duner, il n'est plus temps de se réchauffer au soleil du puits. Le chemin de Saint-Jacques nous attend. Alors dites-moi Jean-Jacques, manifestement un âne qui n'a pas soif, on ne le fait pas boire là. Hein? Non, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, mais il fait beaucoup d'autres choses. Là, c'est pas primordial pour le pèlerin, mais on arrive à lui faire beaucoup d'autres choses. Non, bien sûr, mais c'était simplement parce qu'on voyait le moment où vous essayez de l'amener à la fontaine et puis il a décidé qu'il ne boirait pas. Tout à fait. Mais j'étais en train de penser, les caractères d'âne, par exemple, tirer comme ça, c'était peut-être fin du voyage, mais s'il y a un âne, vous tirez un âne, vous ne le tirez pas, vous le faites faire un tour et il est désorienté, il continue après son chemin. Ah d'accord, il y a des astuces. Ou bien alors, il y a des astuces, par exemple, pourquoi me prendre un témoin a pu voir, si, que l'âne part à 100 mètres et il revenait me chercher. Ouais. Passez-lui le micro, je crois qu'il a une question à poser. Hein, oui. Voilà, on va voir, vas-y. Vous êtes resté combien de temps dans ce pays? Alors, 3 mois, hein, je crois qu'il a expliqué. 3 mois et demi, oui. Et puis encore une question ici, passez le micro, on va voir. Il faut essayer de faire passer ce micro, voilà. C'est bon, c'est bon. Ben oui, il va. Non, c'est bon comme ça. Ah d'accord, il y en a 2 alors. Mais pourquoi on appelle Jacques de Compostelle? Je crois que monsieur a répondu, s'il veut. Alors, c'est le nom d'un personnage de la Bible, ce Jacques, et c'est lui qui est censé être allé le premier à cet endroit-là. Voilà. Et puis une dernière question, on va te passer le micro. Voilà, dis-moi. Est-ce que quand vous étiez petit, vous avez une mule? Mais j'ai toujours rêvé d'avoir une mule, mais tu vois, j'habite, j'étais pratiquement toujours habité en ville. Non, enfin, je réalise mon rêve maintenant. Ça va pas mal, je suis bien content. J'ai un âne, j'ai pas une mule, mais ça va bien. Passe le micro à ta voisine et sa dernière question. Mais vous êtes déjà monté sur un âne? Je n'ai plus l'âge de monter sur un âne, j'ai répondu ailleurs. D'ailleurs, ça m'offusque, peut-être c'est comme ça, je suis trop lourd. Bah, je fais pas encore là. Même pas que certains, mais je suis trop lourd et... Non, je suis trop lourd et je peux pas monter sur un âne. Toi, tu pourrais monter sur Modestine. Tu es déjà monté sur un âne, toi? Oui. Ah, voilà, ça t'a plu? Oui. Merci. Allez, on va continuer parce que, bon, au-delà de ça, et avant que l'on reparte avec vous, hein, en chemin, on a dit tout à l'heure que vous étiez l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Des mégalithes, des légendes et des dieux, où il y a quelques pages qui sont consacrées à Compostelle. Compostelle étant l'une de ces démarches des gens qui cherchent un sens tout de même. Voilà, effectivement, le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une quête de sens. Mais cette quête de sens est probablement bien plus ancienne encore que le christianisme qui l'a manifesté avec autant de vigueur, car on constate que l'objectif des gens, d'abord toutes les migrations ont été d'est en ouest dans notre région, donc de l'Orient vers l'Occident. Et puis, à un moment donné, les gens ont buté contre la mer. Et la mer, c'était un objet de terreur pour des gens qui ont l'habitude de venir de l'intérieur des terres.
Et alors qu'est-ce qu'ils voyaient là au bord de la mer? Ils étaient bloqués et ils voyaient le soleil qui y tombait. Et c'est devenu une telle passion. Tout le monde voulait voir le soleil qui tombait dans la mer et les gens allaient donc dans cette direction. Disons, le soleil avait un peu une connotation divine à cette époque. Alors c'était important de voir, disons, se manifester la divinité d'une manière dont on n'avait pas l'habitude. Et je l'explique justement dans ce bouquin. Je compare un peu l'émigration antérieure au christianisme avec ce pèlerinage. J'utilise 5 ou 6 pages. Donc on se rendait à Compostelle avant l'ère chrétienne. On se rendait en fait essentiellement vers les Finistères, que ce soit le Finistère qui s'appelle Fisterra maintenant, puisque c'est en gallego, celui qui est à une soixantaine de kilomètres de Saint-Jacques, mais c'était aussi le Finistère breton ou le Land's End anglais. L'idée, c'était d'aller le plus loin possible vers la mer. Oui, il faut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, un certain nombre des gens qui sont des pèlerins, pas simplement des touristes ou des sportifs, dépassent Saint-Jacques-de-Compostelle, car à Saint-Jacques, ils sont contents d'arriver, mais ils ont l'impression de se disperser dans une ville trop grande. Et pour se retrouver une dernière fois, avant de retourner à leurs affaires, ils continuent encore sur ces 50 ou 60 km pour aller jusqu'au bout des terres et d'une certaine manière jusqu'au bout de leurs rêves. Alors, il y a des choses assez extraordinaires, c'est que cette péninsule du Finistère, il y en a une plus méridionale, la péninsule de Corrubedo, qui est la plus proche de Saint-Jacques, et elle est constellée de dolmens, par exemple, ce qui manifeste quand même que certains personnages importants étaient enterrés sur cette péninsule qui s'appelle la péninsule de Barbanza. Et curieusement, sur cette même péninsule, on voit alors une ancienne ville celtique qui elle-même se détache de la côte comme une minuscule péninsule supplémentaire, rocheuse, sur laquelle on voit encore les amorces des maisons circulaires, et on voit que c'était tout conçu comme ce que l'on appellerait chez nous un oppidum, c'est-à-dire c'est une fortification qui protège un village qui vit le plus possible à isoler des risques d'attaque. Et c'est sur cette péninsule de Barbanza, et le lieu s'appelle Barogna. Et je dois dire que pour quelqu'un qui arrive au bord de la mer, devant ce site, c'est une pure merveille. Merci. L'ouvrage est paru chez Cabedita, collection archives vivantes. On rappelle que son titre, c'est des mégalithes, des légendes et des dieux de Jean-François Kister. Vous êtes reparti quand même, vous n'êtes pas. Oui, on va revenir dans les terres. Le soleil qui se couche dans la mer, on vous le montrera, mais je pense que ce sera vendredi. Pour l'instant, on est au beau milieu des terres, on a quitté le Puy-en-Velay, et je voudrais peut-être, dans le silence et la musique, vous faire voir et sentir ce que peut être la solitude dans cette très, très, très longue marche. C'est une joie parce qu'en plus de ça, on a un but et chaque pas nous rapproche de ce but. Et vous savez, sur des immensités comme ça, je soliloque. Alors je parle beaucoup à l'ânesse, n'importe quoi, ce qui me passe par la tête, et puis bon, voilà, ça passe, pas de solitude. Jean-Jacques, une question sur ces dernières images-là. On peut se dire, bon, on va à Saint-Jacques pour chercher le sens de sa vie, on y cherche une certaine spiritualité. Vous, c'était peut-être la recherche de vous-même? Je pense qu'on a eu plusieurs fois dans des interviews ces réponses. Chacun veut écrire ce chemin. Il y a l'histoire du pèlerinage, mais chacun veut écrire son histoire. Et pour moi, je me suis écrit une jolie histoire. Enfin, j'ai vécu une jolie histoire. Et c'est ça, égoïste. Et on rentre changé?
même à titre personnel, même sans avoir forcément la foi, se dire c'est Saint-Jacques et je vais aller toucher, mettre mes doigts dans les trous. Non, ça m'a permis quand même de rentrer changé. Bon, le caractère s'est pas amélioré, bon, au grand désespoir de ma femme. Ça me fait penser, c'est pas amélioré, mais par contre, je suis un peu plus un homme de terrain, bien que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi sur la façon de me débrouiller, mais bon, j'arrive comme ça à sauver les meubles, quoi. Ouais. Je mets mon temps, quoi. Je fais un peu la chose à la Vous étiez content de l'avoir fait quand même. C'était quelque chose que vous vouliez vous prouver à vous-même aussi, d'aller jusqu'au bout. Oui, j'étais content d'avoir fait. J'en ai assez tiré, je me suis beaucoup amusé. Apparemment, oui, je vous en prie. Ces doigts dans les trous me paraissent très intéressants et je réalise en ce moment, ça reflète le geste qu'on attribue dans l'Évangile à saint Thomas, qui mettait ses doigts dans les plaies du Christ. Probablement qu'il y a une relation. Ah, il y a les quantités de questions, on ne va pas pouvoir répondre à toutes, mais peut-être toi d'abord, tu prends le micro, là, qui est juste à côté de toi, puis ensuite ton voisin. Pourquoi elle devait mettre une cloche, la NES? Ah, ça, c'est une question. Bonne question, parce que sur le chemin, j'ai fait beaucoup de camping sauvage, et puis je dormais comme ça. Et puis j'entendais, c'est la cloche. Si la cloche, j'entendais plus la cloche, c'est que la NES était sauvée. Et comme je suis distrait, des fois, je laissais des trous dans mon parc, et la neige partait 4 km, alors j'y courais après, tu vois, un peu dans la nuit, t'imagines. Hein. Avance-toi, toi, tu veux poser aussi une question. Passe le micro, voilà, c'est bon. Quelle est ta question? Vas-y. Combien de fois êtes-vous été dans ce pays? Combien de fois? Oui. Ah bah c'est un pays sur le chemin, on était une fois, on a été 2 fois. Deux fois, il a fait 2 fois le voyage. Voilà, peut-être une question à toi, tu prends le micro, et puis ça sera dernière, sera pour toi, oui. Mais votre ânesse, elle vous a déjà mordu par accident? On appelle ça en vaudant des biotcées. Non, elle ne fait pas ça, elle mord pas. D'ailleurs, je vais t'expliquer une ânesse, parce que tu vas dire j'ai des signes cabalistiques, ça ne va pas plaire à tout le monde. Si tu veux qu'une ânesse te suive au bout du monde, tu lui fais, j'ai fait la démonstration, Alex, tu lui fais comme ça autour des yeux, regarde bien, et puis l'ânesse, elle revient. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai expérimenté parce que c'est un forgeron de Navarrete qui m'a dit, tu fais comme ça avec ton ânesse, après tu l'amènes au bout du monde. Et on l'a mené pas si loin, mais quand même. Dernière question à toi. Faisait-il chaud sur le chemin? Il faisait toutes les températures. Il a fait très froid, très chaud. Tout ce que tu peux rêver comme temps, tu le trouveras si tu vas sur le chemin. Voilà, je crois qu'il y a encore beaucoup de questions pour vous répondre tout à l'heure. Vous pourrez encore poser des questions à Jean-Jacques parce que j'ai l'impression qu'il a un grand succès avec son ânesse. Hein. Alex, vous êtes trop... Oui, ce que je vous propose, là, ce que vous avez vu, c'était déjà le versant ouest du Massif central, on a s'approcher de Saugues, ensuite il y a un grand désert qui s'appelle l'Aubrac, et puis ensuite, pratiquement, il y a un dénivelé de 1000 mètres pour descendre dans la vallée du Lot, et la première cité qu'on trouve, même quand on arrive tard, est à la fois très belle et très accueillante, regardez. C'était à 11h du soir, et le patron nous attendait. Il s'appelle Monsieur Boss. Et il y a du foin et de l'eau. Merci beaucoup. Ah, dis donc. Monsieur Boss, c'est tous les soirs que vous accueillez comme ça des ânes dans votre établissement? Tous les soirs, quand il en passe, oui. Quand il en passe, c'est pas tous les jours, mais enfin, régulièrement, là, par des périodes, on accueille pareillement les pèlerins. Il y en a qui arrivent plus tôt, ouais, d'autres qui arrivent un peu en fin de journée, et on les accueille pour le mieux. Et c'est par goût pour les pèlerins ou par goût pour les animaux? Ah ben, les animaux, mais les pèlerins aussi. C'est des hommes qui marchent, qui partent depuis le Puy et qui descendent vers Conques et Compostelle. Enfin, on aime bien le contact de ces personnes-là, quoi. Voilà, on est au terme de l'émission. Merci en tout cas d'y avoir participé. On donnera encore des indications tout au cours de la semaine de quelle manière on peut faire le voyage, par quel travers, mais par quel choix. Et puis rendez-vous demain parce que nous allons d'où à où? Demain, nous nous approcherons de la frontière espagnole. Nous irons pratiquement, en effet, après l'avoir visité, de Saint-Côme-d'Olt, où nous arrivons chez ce monsieur Boss, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est-à-dire juste face aux Pyrénées, qu'il faudra ensuite traverser. Ça, c'est une autre affaire. Allez, merci. Et puis merci aux enfants de Fuy qui ont été vraiment sympathiques, qui ont plein de questions posées. Vous pourrez continuer à les poser tout à l'heure. Merci. It's
avec les pèlerins.